officiellement. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à la première d'une série de 3 webinaires pour les nouveaux administrateurs et les nouvelles administratrices dans les écoles. J'ai le plaisir de vous présenter nos 2 représentants, nos 2 employés à la DFO qui travaillent pour le programme de conseil professionnel et de soutien juridique. Alors, il s'agit de Harold Robert, qui vous fait signe avec sa tête, et ensuite Denis Lantier, qui sont nos 2 experts dans ce domaine-là. Alors, bienvenue tout le monde et les messieurs, je vous laisse partir le bal. Merci Pierre. Bonjour tout le monde. Alors, merci à vous, premièrement, d'avoir pris le temps d'assister à ces webinaires-là. Je pense que c'est un beau service, un beau plateau que la DFO offre aux personnes nouvellement nommées pour justement se familiariser avec certains dossiers qu'on va présenter de façon, il va s'en dire, assez sommaire pour les 3 prochaines dates qui sont à l'horaire. Celui d'aujourd'hui, c'est vraiment de vous présenter le service. Pourquoi on a un programme de conseil professionnel de soutien juridique? Bien, c'est justement pour venir en aide aux membres. Je vous parle un petit peu de mon background à moi. Il y en a peut-être parmi vous qui me connaissez. Je viens de la région de Hawkesbury. J'ai fait une carrière de 28 ans en éducation. Pardon, pas 28, 38 ans en éducation, dont 28 comme enseignant de droit au niveau secondaire et les 10 dernières en occupant des postes à la direction. Je suis un petit peu, je dis tout le temps, je suis un petit peu une espèce en voie de disparition parce que toute ma carrière, je l'ai faite à l'école secondaire catholique à Hawkesbury. Je sais qu'aujourd'hui, c'est plutôt rare. Mais à ma retraite en 2012, on m'a offert ce contrat-là qui me semblait très intéressant de mettre sur pied le programme et on va vous en parler aujourd'hui. Donc, je dis tout le temps, je ne suis pas à la base une personne qui a une carrière en droit. Je ne suis certainement pas un avocat et pas du tout la prétention de l'être. Mais je pense, avec l'expérience que j'ai acquise au fil des ans, de ces 38 années-là et du fait que j'enseignais le droit pendant 28 ans au secondaire, j'ai quand même un bon background qui me permet d'être une personne ressource avec quand même un bon bagage d'expérience et de connaissances. Depuis un an, je vous présente mon collègue, Harold, qui travaille avec moi au programme. Merci, Denis. Effectivement, moi aussi, j'ai œuvré dans l'éducation quand même 30 ans, dont 17 à la direction, surtout dans la région de Penetanguishene et Barrie. Et maintenant, depuis ma retraite, je suis dans ma 2e année à travailler justement pour les services professionnels ici avec mon collègue Denis. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à travers cette présentation. Denis, je confirme. Alors, la première image que je vous présente, c'est un petit peu un portrait de ce à quoi peut ressembler une journée à la direction d'une école, puis peut-être même si vous avez été enseignant pendant plusieurs journées. Alors, je trouvais cette photo-là que j'ai empruntée de nos collègues anglophones pouvait avoir un beau symbolisme rattaché derrière les journées. Si je commence à la première photo en haut à gauche, quand on accède à un nouveau poste, on est prêt, on est décidé, on a hâte que ça commence, un petit peu comme ces enfants qui sont sur la ligne de départ d'une course en patin. Alors, on sait que ça va aller vite, on a mis nos patins, puis on a hâte au nouveau défi. On descend juste en bas avec la petite fille qui joue dans le sable et la plupart des journées se déroulent bien, on a du plaisir, on est motivé par les nouveaux défis, on avait besoin d'un changement dans notre carrière. Alors, on s'amuse, on apprend de nouvelles choses, on vit de nouvelles situations, de nouveaux défis. À un certain moment donné, dans votre carrière, vous allez rencontrer des journées comme celle de nos 4 petits bonhommes qui ont des boîtes après les pieds, où vous allez rencontrer certains défis qui vont vous inciter ou qui vont vous amener à penser et à fonctionner différemment. Et c'est clair que cette situation-là est de plus en plus fréquente dans nos écoles avec tout ce qu'on vit. Que ce soit les nouvelles attentes des parents, que ce soit au niveau des grèves qu'on vit présentement dans nos écoles. Donc, c'est certain qu'à un moment donné, les patins qu'on avait dans les pieds au début sont maintenant devenus des boîtes. Puis comme on sait, c'est un peu plus difficile de marcher avec des boîtes, mais quand même, on réussit à avancer. Et la dernière photo, celle des petits garçons dans les pneus, il y a aussi des journées où vous allez vous dire carrément « Qu'est-ce que je fais ici? » Pourquoi j'ai décidé d'accéder à un poste de direction. Alors, je trouvais que ces 4 photos-là représentaient de belles façons
les différentes émotions, les différents sentiments qu'on peut avoir lorsqu'on accède à un poste de direction. Et moi, je passe avec les objectifs du webinaire. Nécessairement, vous pouvez lire comme moi, donc je vais passer assez rapidement à faire la lecture. Présenter un aperçu de la raison d'être du programme d'appui aux membres avec certaines statistiques. Présenter la nature, les objectifs et la raison d'être du programme du Conseil professionnel de soutien juridique ou le quotidien de la DFO. Sensibiliser les nouveaux membres à la direction à différents processus, différentes situations auxquelles ils pourraient être confrontés dans l'exercice de leurs fonctions. Donner la chance aux participantes et aux participants de poser des questions sur des différents sujets reliés au PCPSJ ou à leur rôle respectif. Alors, 2 ans passés, quand le conseil d'administration s'est réuni avec les présidences locales, régionales, on a identifié un plan stratégique de l'ADFO pour les 5 prochaines années et un petit peu en lien avec les objectifs spécifiques du webinaire que Harold vous a présenté. Sur les 2 prochaines diapositives, vous allez voir un peu dans le lien entre le service qu'on offre, la présentation qu'on fait aujourd'hui et tous les autres services que l'ADFO offre à ses cotisants réguliers. Bien, c'est rattaché au plan de direction avec 2 mandats très précis. Le premier étant de représenter toutes les directions et directions adjointes des écoles franco-ontariennes. Donc, on est une petite association. On a à peu près 550 membres. Quand on se compare à nos collègues anglophones, OPC et CPCO, qui en ont à eux seuls au-delà de 5-6 000. Donc, c'est clair qu'on est une petite association, mais je dois vous dire qu'au cours des 4 dernières années, le travail qui a été fait par Nadine, qui était directrice générale avant, et tous les membres des différents programmes au niveau de l'association, on a vraiment mis notre nom sur la carte au niveau là, de ce qui se passe auprès du ministère, auprès des différentes associations en termes d'association. On est reconnu et nos prochaines négociations vont arriver bientôt. Et je peux vous dire que quand on est en négociation, l'ADFO plutôt est très bien représentée et on est très solidaires, les 3 associations. Nos collègues anglophones nous respectent beaucoup, même si notre réalité est très différente. Et c'est clair qu'à travers tout ça, on est là pour appuyer les cotisants et les cotisantes par rapport à leurs besoins professionnels, tout comme le font nos collègues anglophones. Alors, d'offrir des programmes, d'informer ponctuellement nos cotisants, d'offrir des conseils professionnels. On sait, et vous l'avez peut-être réalisé jusqu'à présent, que le travail de direction à l'école est une tâche très motivante, mais aussi à la fois très exigeante. On vit dans un monde, je me souviens quand j'enseignais le droit plusieurs années passées, je parlais toujours à ce moment-là d'une culture aux États-Unis qui s'appelait le blame game. Et la théorie derrière le blame game, c'est que quand il y avait quelque chose qui se passait, il fallait trouver un ou des responsables. Et malheureusement, on est un petit peu rendu là dans notre société en général et l'éducation n'évite pas à cette tendance-là. C'est que quand l'enfant ne va pas bien à l'école, c'est la faute du prof, c'est la faute des secrétaires, c'est la faute du concierge et évidemment, c'est la faute du directeur ou de la direction d'école et de ses adjoints s'il en a. Donc, c'est clair qu'on a besoin d'appui. Le service est là et on va revenir souvent sur un message très clair aujourd'hui. On est là, profitez de ce service-là. Il est gratuit, il fait partie de votre cotisation et c'est très important de ne pas faire de procrastination et de penser que les choses vont se régler par elles-mêmes et que le temps va arranger les choses. Ce n'est pas du tout, malheureusement, la situation qui se passe actuellement. Merci, Denis. Parlons un peu de la raison d'être du programme de conseil professionnel et de soutien juridique. C'est d'informer clairement et ponctuellement les cotisants et cotisantes de tout ce qui se rapporte à leurs responsabilités professionnelles. Offrir des conseils professionnels et un soutien juridique en ce qui est trait au rôle et aux responsabilités de la direction ou la direction adjointe d'une école. Puis c'est de répondre aux besoins des cotisants en matière de perfectionnement professionnel, de législation, de pourparlers contractuels et en ce qui concerne leurs droits à l'égard de leurs conditions de travail. Si on prend une seconde pour juste regarder une petite diapo au sujet des statistiques et données, depuis les 6 dernières années, nous avons eu plus de 400 dossiers ou demandes d'aide ou d'appui juste à partir de ce service-là. Alors, vous comprendrez que
vous n'êtes pas les seuls et souvent, lorsqu'on parle pour la première fois à nos membres qui nous appellent, la première réaction, c'est s'ils se retrouvent évidemment dans une situation de litigieuse ou une plainte provenant d'un parent ou d'un membre du personnel, la première réaction des gens, c'est toujours de dire « Jamais j'aurais cru que ça pouvait m'arriver, j'en crois pas mes yeux, ça se peut pas, j'arrive pas à croire que ça m'arrive. » Ben, la statistique qui est devant vous présentement fait preuve du fait que ça peut arriver à n'importe qui. Et quand on regarde 400 dossiers aux 6 dernières années, bien, ça représente une soixantaine, facilement 65 dossiers par année. Et si on divise ça par le nombre de semaines dans une année scolaire, ça veut dire qu'on en voit de plus en plus et dans des situations qui varient. Pour quelles raisons les gens font appel au programme? Bien, vous avez ici un tableau graphique, un histogramme qui vous démontre les différentes raisons pour lesquelles les gens font appel à nos services. Alors, la première, l'Ordre des enseignants et enseignants de l'Ontario, on a une tendance accrue de plaintes qui sont référées à l'Ordre des enseignants. Et malheureusement, la seule explication logique qu'on puisse nous donner là-dessus, parce que 2 fois par année, on se rencontre avec les dirigeants de l'Ordre des enseignants de l'Ontario et on leur demande comment ça se fait qu'à chaque année, il y a une augmentation quand même assez importante du nombre de plaintes qui sont envoyées à l'Ordre. Bien, la réponse, souvent qu'on nous dit, bien, les parents sont plus demandants, les attentes sont plus grandes. Puis, il y a aussi le fait que les gens peuvent accéder maintenant beaucoup plus facilement au formulaire de plainte. Ceci étant dit, c'est évident que ce que vous voyez là comme statistique, puis ce qu'on va vous présenter au cours de la présentation d'aujourd'hui, ce n'est sûrement pas dans l'intention de vous faire peur. Mais je pense que vous devez être sensibilisé au fait que même si vous étiez encore enseignant, je veux dire, je disais qu'on est dans une culture de blâmer quelqu'un pour les malheurs qui nous arrivent ou qui arrivent à nos enfants. Donc, ce qu'on présente là, ça s'applique aux directions en termes de processus, en termes de relations d'aide, mais ce n'est pas parce que vous êtes à la direction que nécessairement vous êtes plus exposé à ces situations-là. Mais le fait demeure que, comme vous le voyez, les gens nous appellent pour toutes sortes de raisons, que ce soit pour des raisons de problèmes avec le personnel, les conditions de travail, conflits, problèmes avec le conseil, soit sur l'interprétation des causes des conditions de travail ou des plaintes provenant du conseil. Donc, comme vous le voyez, il y a quand même une grande variété de raisons pour lesquelles on est là. On va vous en présenter 2 en particulier aujourd'hui, mais c'est clair que la demande est là, le programme est très sollicité et je vous dirais qu'on est très occupé. La preuve étant que 6 ans passés, j'ai commencé seul dans ce programme-là et depuis maintenant 1 an et demi ou à peu près, Harold est là pour me donner un coup de main parce qu'on n'arrive pas à subvenir totalement aux besoins des membres face à ça. Je disais tantôt que c'est un service gratuit. Effectivement, si vous faites appel à nos services, que ce soit pour parler à Harold ou à moi, ou qu'éventuellement on a besoin de parler à un avocat, votre cotisation qui est prélevée sur vos chèques de paie à chaque semaine couvre tous les services, toutes les dépenses rattachées à l'accompagnement qu'on veut vous donner. Et si vous regardez rapidement les statistiques qui sont là, ça vous donne un aperçu de ce que peut représenter en termes de dollars le montant d'argent qui est dépensé ou alloué lorsqu'une personne appelle pour profiter du service qui est offert dans le cadre du programme. Alors, ça peut être un simple appel ou une demande pour d'informations sur ALD. Alors, les suivis qu'on fait, les courriels qu'on envoie, les questions qu'on pose. Puis, ça peut aller, si vous regardez l'avant-dernière ligne, présentement, on est à l'Ordre des enseignants devant le comité de discipline avec un cas très important qui est encore pas terminé, qui n'est pas encore fermé. Et jusqu'à maintenant, en termes de dépenses, ce montant-là est rendu à au-dessus de 31 000 $. Donc, c'est juste pour vous dire que c'est un petit peu comme l'assurance, hein? L'assurance auto, peut-être pas l'assurance vie, mais l'assurance auto, l'assurance feu. On paye peut-être toute notre vie en termes de cotisation, mais le jour où on a besoin d'être couvert ou on a besoin de services, mais sachez que ça peut représenter des sommes assez considérables et toutes ces sommes-là, comme je le disais tantôt, sont totalement couvertes par le programme.
Un des éléments très importants dont il faut se souvenir, c'est que le droit à la représentation, c'est un droit très fondamental qui s'applique à toutes les personnes qui font partie d'une association ou d'un syndicat. Et ce que ça veut dire, c'est que lorsque vous êtes appelé à vous présenter au conseil ou que vous êtes appelé à vivre une situation qui vous place un petit peu dans une situation, dans un contexte légal ou quasi légal, vous avez le droit d'être accompagné par les membres de votre association ou par un collègue. Malheureusement, au moment où on se parle, vous savez qu'on est 12 conseils scolaires francophones et il y a 5 conseils scolaires francophones sur 12 qui ne reconnaissent pas ce droit-là dans les conditions de travail des directions. Demandez-moi pas lesquels, parce que je ne vous dirai pas lesquels. Je pense que si vous regardez vos conditions de travail, puis je ne veux surtout pas être là pour comparer, ceci étant dit, ça ne veut pas nécessairement dire que même si ce n'est pas écrit dans vos conditions de travail, que vous ne pouvez pas nous appeler et qu'on ne peut pas demander en votre nom de parler ou d'être présent lors d'une convocation au conseil. Jusqu'à maintenant, dans les 5 conseils qui n'ont pas de clause officielle dans leurs conditions de travail, il n'y a jamais personne qui a refusé aux membres ou à une personne à la direction d'être accompagné par un représentant de l'association si cette personne-là était convoquée pour une entrevue dans le cadre d'une enquête quelconque. Mais c'est quand même un domaine sur lequel on travaille très fort au niveau des négociations, c'est de s'assurer vraiment que chaque personne puisse profiter de cet élément-là. Eh bien, comment fonctionne ce programme-là? C'est assez simple. Un appel, un courriel, un texto. Qu'est-ce qui est important? C'est qu'il ne faut pas attendre. Au bureau provincial, il y a Denis, comme vous le savez bien, moi-même, et la présidence locale, et Frédéric Villeneuve, qui est notre DG, qui sont des personnes à qui vous pouvez parler, envoyer des textos, envoyer des courriels, etc. Toutes nos coordonnées seront à la fin de ce webinaire. J'ai mentionné que la présidence locale peut être une personne avec qui vous connaissez probablement plus et que ce serait quelqu'un que vous pourriez aller voir plus rapidement parce que vous la connaissez. Et ça, c'est correct. Mais c'est important que si vous avez besoin des services, que les services soient faits par le provincial. Puis voici pourquoi. Parce que notre disponibilité à nous est beaucoup plus grande que celle d'une direction qui est en poste. On peut faire un suivi du dossier. On n'a aucun conflit d'intérêt ou autre. La confidentialité entre nous et vous serait extrême. Notre expertise, notre expérience. Et nous avons accès aussi à de l'expertise juridique. Nous avons des avocats qui travaillent pour nous. On va en parler un peu plus tard aussi. La politique du programme d'attente des services et droits d'appel. Ça fait partie du fonctionnement. Donc, quand on parle de services, il y a différents éléments qui font partie de cette dynamique-là. La chose la plus importante, comme Harold le mentionnait, c'est de nous appeler. Et notre rôle premier lorsqu'on reçoit votre appel, c'est de vous expliquer peut-être pourquoi vous êtes placé devant la situation où vous êtes placé, mais c'est surtout de vous rassurer dans le sens de vous dire, bien, on est là pour vous accompagner. On est là aussi pour vous fournir toute la documentation possible pour adresser la situation. Je disais tantôt, Harold et moi ne sommes pas des avocats, mais on a un contact direct avec notre firme d'avocats spécialisés pour la DFO. C'est la firme Garlings à Ottawa. Donc, on a 2 avocats, un avocat et une avocate chez Garlings qui nous fournissent des services. Ces services-là, évidemment, sont rémunérés, mais ça fait partie, comme je disais tantôt, du programme. Donc, comme je vous mentionnais, c'est important de s'en rappeler, même si on fait appel à ces services-là spécialisés de firmes d'avocats, les coûts ou les frais ne sont pas imputés aux membres. On a également une super relation. Je disais tantôt que OPC et CPCO, nos collègues anglophones, étaient des grosses associations. Contrairement à nous, OPC et CPCO ont des avocats qui travaillent à temps plein pour ces associations-là dans leur bureau. Donc, si pour moi, c'est impossible de rejoindre un avocat chez Garlings en l'espace d'un appel téléphonique ou d'un courriel ou d'un texto, je peux très rapidement parler à un avocat qui travaille à OPC ou à CPCO et profiter de leur expertise ou de leurs recommandations.
Les conseils qu'on vous donne, évidemment, sont basés sur une vision objective. Harold disait tantôt, on n'est pas en conflit d'intérêts avec personne. On a une super bonne relation présentement avec toutes les directions de service et les surintendances des 12 conseils scolaires francophones. Moi, je dis souvent, nous sommes des professionnels et on agit en professionnel. On pose des questions. On n'est pas là pour donner des coups de poing sur la table puis crier après le monde. On parle de façon respectueuse et évidemment, c'est clair que cette approche-là nous permet de discuter de façon très honnête et très transparente avec tous les gens impliqués dans le conseil. Donc, c'est certain que nos conseils vont vous rassurer. On va vous dire, OK, voici où on en est, voici ce à quoi tu peux t'attendre, voici comment nous, on peut intervenir, quelles sont les étapes qu'on peut suivre. Si on a besoin de faire appel ou de faire une recherche sur des cas de jurisprudence ou de consultation, c'est clair, comme je le disais tantôt, que les avocats sont là également. Il y a aussi un autre service extrêmement important qui fait partie du programme, c'est toute la question de rédaction. Lorsqu'une plainte est déposée à l'ordre, vous devez répondre aux allégations qui font partie de la lettre que l'ordre va vous envoyer. Et juste pour vous donner une idée, c'est plus moi qui fais ce travail-là présentement. Et une rédaction d'une réponse à l'ordre peut représenter entre 15 et 25 pages facilement de rédaction pour démentir ou détruire les arguments de la plaignante ou du plaignant dans une plainte qui a été déposée auprès de l'Ordre des enseignants. Donc, c'est un travail très rigoureux. C'est un travail où on a à revoir beaucoup de documentation. Et comme Harold disait tantôt, nous, on est disponible pour ça et c'est une autre des raisons pour lesquelles c'est important à ce moment-là de faire appel à notre service. S'il y a des lettres à écrire au conseil, on a toutes sortes de modèles de lettres, dépendamment de la situation. Des fois, c'est un parent qui est devenu assez violent, qui se plaît à entrer sur la cour d'école et à entrer dans le bureau et qui est devenu intimidant. On peut envoyer, en tant que direction d'école, on a le pouvoir de refuser l'accès à l'école à ces personnes-là et on a des modèles de lettres qu'on peut vous fournir pour vous aider justement à envoyer une lettre à cette personne-là. Ça peut être aussi un modèle de lettre si vous décidez de démissionner ou de prendre votre retraite. Donc, il y a beaucoup de travail qu'on peut faire pour vous accompagner là-dedans, pour vous rassurer. Parce que vous, évidemment, durant tout ce temps-là, vous avez votre journée de travail, vous avez vos préoccupations, vous avez une école à gérer. Alors, nous, on prend soin de vous pendant ce temps-là et les gens sont toujours très contents de voir que, ils sont un peu plus rassurés, ils savent qu'il y a quelqu'un qui a quand même une certaine expertise et une certaine expérience pour les accompagner qui est là. Avant qu'on procède avec les plaintes contre les personnes à direction, Pierre, est-ce qu'on a eu des questions jusqu'à date dans la conversée ou dans le chat? Merci, Harold. Alors, je rappelle à tout le monde, si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez les mettre dans le clavardage ça serait écrit « Converser » dans une bulle ou « chat » en anglais. Alors, on a eu une question, puis j'y ai répondu, mais je vais en faire part à tout le groupe. Il voulait savoir s'il y aurait accès à cette présentation-là suite à la présentation. Puis j'ai dit que oui, je mettrais le lien dans le chat, justement, dans le clavardage, à la fin de la présentation. Je vous fais part aussi qu'on est en train d'enregistrer le webinaire et l'enregistrement sera mis quelque part sur le site web de la DFO dans les semaines à venir. Alors, excellent. Merci, Pierre. OK, passons maintenant à les plaintes contre les personnes à la direction. Un avertissement. Personne n'est à l'abri de ce genre de situation impliquant que ce soit un parent, un personnel enseignant, personnel de soutien, des collègues à la direction ou même un collègue à la direction adjointe. Lorsque le conseil reçoit une plainte à votre sujet, le conseil a une obligation de mener une enquête. Et vous allez être avisé qu'il y a une enquête qui est en cours, puis qu'il y a une plainte qui a été déposée contre vous. Il faut surtout pas percevoir ou avoir l'impression que vous êtes coupable. Il y a un vieux principe en droit qui dit « innocent jusqu'à preuve du contraire », c'est un petit peu le même phénomène qui s'applique. Si le conseil a une obligation de faire une enquête, soit en le faisant au niveau des ressources humaines ou
à travers une personne ou une firme indépendante, c'est parce que le conseil n'a pas le choix. La loi l'oblige à mener cette enquête-là. Et tout ce que ça veut dire, c'est que le conseil est en train de voir si les allégations ou si ce que le plaignant ou la plaignante dit est vrai. Donc, oui, c'est important de prendre ça au sérieux. Est-ce qu'on doit peser sur le bouton de panique dès qu'on reçoit la lettre? Non. Dès qu'on reçoit la lettre, le seul bouton sur lequel on devrait peser, c'est son téléphone cellulaire ou son ordinateur pour prendre contact avec nous. Alors, cette enquête-là doit se tenir dans les meilleurs délais possibles. Oui, c'est source de stress. Oui, vous allez vous coucher le soir, puis peut-être vous poser des questions. Dans certains cas exceptionnels, le conseil va procéder à ce qu'on appelle une mutation administrative. Il peut demander à la personne à la direction de s'en aller à la maison et de demeurer à la maison jusqu'à ce que l'enquête soit terminée. On va revenir là-dessus tantôt. Nous, notre rôle dans ça, c'est de s'assurer qu'on respecte l'équité procédurale. Votre droit d'être informé, votre droit de donner votre version des faits, le droit d'être accompagné par une personne de l'association, le droit d'avoir la confidentialité des personnes qui sont là. Et lorsque les entrevues, lorsque vous êtes convoqué à l'entrevue et qu'on vous pose des questions, bien évidemment, on pose toutes les questions qui sont directement ou indirectement liées à la plainte. Alors, on peut questionner votre style de gestion, on peut questionner votre façon de prendre des décisions ou de consulter les gens. Donc, le processus d'enquête, c'est un processus qui est un peu flou puis qui n'est pas si encadré qu'on le souhaiterait. Mais on vit avec ce que les règlements et les lois nous donnent. Et à ce moment-là, bien, c'est clair qu'on se débrouille avec ça. Donc, durant l'enquête, on veut examiner toute forme de document qui a été fourni par la personne qui se plaint et par la personne contre qui la plainte est déposée. Ça se peut qu'il y ait plusieurs entrevues, mais habituellement, vous êtes convoqué pour une seule entrevue et à ce moment-là, on examine votre version des faits, on vous pose des questions et nécessairement, on vous l'a sûrement répété dans votre programme de formation à la direction, l'important d'avoir pris des notes, l'important d'avoir des documents, l'important d'avoir des témoins, sera jamais assez mentionné. C'est la base d'une défense solide. Plus vous avez des documents, plus vous avez des versions pour contredire ce que le plaignant affirme, bien, plus c'est à votre avantage. À ce moment-là, l'enquêteur fait son entrevue, rencontre des témoins, interroge des témoins, examine les documents et en bout de ligne, doit déterminer si la plainte est fondée. Et à ce moment-là, il va présenter un rapport qui résume l'essentiel de l'information qu'il a recueillie. Le fardeau de la preuve là-dedans, c'est qu'on essaie de comparer ce qu'une personne raisonnable aurait fait dans les mêmes circonstances. Donc, c'est clair que si vous êtes une direction qui en est à sa 2e année, on ne comparera pas votre comportement nécessairement avec une direction qui fait la job depuis 15-20 ans. C'est certain que l'expérience acquise fait que vous allez réagir différemment à la situation. Mais le principe le plus important dans le fardeau de la preuve là-dedans, c'est que ce n'est pas un procès criminel, donc on n'a pas à prouver hors de tout doute raisonnable que vous êtes coupable des faits allégués. C'est un principe qu'on appelle la prépondérance des faits ou la prépondérance des probabilités. C'est clair que dans une plainte, que ce soit le parent ou un membre du personnel enseignant qui dépose une plainte contre vous, sa version à lui, c'est noir, votre version à vous, c'est blanc. Donc, l'enquêteur est confronté à 2 versions qui sont très souvent totalement différentes. Et lui, son rôle là-dedans, c'est de choisir la version qui est la plus plausible. Selon tous les témoignages, tous les documents qu'il a eu la chance d'analyser, laquelle des 2 versions est la plus plausible. Petite statistique qu'on ne vous a pas présentée, mais qui peut vous rassurer, c'est que depuis 6 ans, avec tous les dossiers qu'on a eus, toutes les plaintes qu'on a eues, pour utiliser une expression qui relève du monde des sports, notre moyenne au bâton est très bonne. Donc, oui, il y a eu quand même bon nombre d'enquêtes qui ont été faites envers les directions, mais on a gagné la plupart de nos causes, si je peux m'exprimer ainsi, parce que d'une part, je pense qu'en équipe, avec la personne, on a fait du bon travail. Et deuxièmement, les gens étaient bien préparés et avaient les bons documents.
Alors, ça, c'est un petit peu les résultats une fois que l'enquête est finie. Depuis 2016, la loi oblige l'enquêteur à vous présenter seulement les résultats de l'enquête. Souvent, les gens disent, bien, j'aimerais ça voir qu'est-ce qui est écrit dans le rapport de l'enquêteur. Vous ne verrez jamais cette partie-là et on ne partagera pas cette information-là avec vous. On va simplement vous dire, oui, la plainte est fondée, non, elle n'est pas fondée. Et à partir de là, il y a une mesure disciplinaire qui sera imposée par le conseil, basée sur leur directive administrative, basée également sur un principe de discipline progressive, comme on vous demande à vous de suivre lorsque vous disciplinez un élève. Le plus gros problème dans tout ça, c'est la relation de travail une fois que l'enquête est terminée. Vous devez retourner dans l'école, travailler avec la même personne, porter des gants blancs un petit peu, faire attention, vous ne voulez pas vous retrouver dans une deuxième situation. Donc, on travaille beaucoup avec le conseil pour essayer de s'assurer que le retour au travail se fasse dans une forme de médiation, puis qu'on rencontre des parties, puis qu'on dise, bien, regarde, on tourne la page, puis à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas se retrouver dans la même situation qui a été faite auparavant? Passons maintenant des plaintes déposées auprès du conseil scolaire. On parle de lettres de convocation avec des contenus et des obligations. C'est une justice naturelle, l'équité procédurale. On parle aussi de mutation administrative. Pourquoi? Et des droits et responsabilités. Les mutations administratives arrivent souvent lorsque la direction est envoyée à la maison pour s'assurer qu'une enquête ait lieu à l'école sans qu'il y ait des conflits d'intérêts entre les membres du personnel et la direction. Après ça, l'enquête peut être interne ou externe. Pourquoi les droits et responsabilités? Parlons de plaintes éminentes du conseil encore. On a des rencontres, des entrevues, des interrogatoires. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on disait tantôt. On a des témoins, on a des prises de notes, on a des moments de répit, on a des interventions. Le résultat de l'enquête et les mesures disciplinaires, il y aura un rapport qui va être donné au sujet de la rencontre. Il va y avoir une rencontre disciplinaire. On a des réactions aux résultats et conséquences de l'enquête. On a droit à des contestations. Quand et pourquoi réagir par rapport aux conditions de travail, par rapport aux avis d'insatisfaction, par rapport au règlement de différends. On a des plaintes qui sont faites à l'ordre. Et quelle est l'obligation du conseil? Et justement, depuis 1996, il y a une nouvelle loi qui dit que l'employeur d'un membre de l'ordre qui met fin à l'emploi de celui-ci, le suspend ou assortit des fonctions de restriction pour cause de faute professionnelle, dépose auprès du registraire dans les 30 jours suivants la cessation d'emploi, la suspension ou l'imposition de restrictions, un rapport écrit énonçant les motifs de sa décision. L'obligation est maintenant, même si le membre a l'intention de démissionner ou ne démissionne pendant l'enquête, qui veut dire qu'aussitôt qu'il y a des réprimandes qui sont faites à partir du conseil, toutes ces choses-là doivent être envoyées à l'ordre de l'éducation. Puis, quand ça arrive à l'ordre, évidemment, on va y arriver dans quelques minutes, il y a tout un autre processus qui est enclenché. Puis, cette enquête-là, au niveau de l'ordre, si jamais elle se rend là, elle est complètement indépendante. En d'autres mots, l'ordre des enseignants, durant son enquête, n'est pas intéressé ou ne veut pas savoir qu'est-ce que le conseil a imposé comme mesure disciplinaire. Et parce qu'il y a eu une mesure disciplinaire qui a été imposée par le conseil, ne veut pas nécessairement dire qu'une mesure disciplinaire va être imposée par l'ordre des enseignants. Parce que le but ultime de l'ordre des enseignants, c'est de protéger l'intérêt public puis s'assurer que les gens ont confiance dans le système. Donc, il peut y avoir eu un incident à l'école entre vous et un parent, entre vous et un membre du personnel, sans que nécessairement les conséquences et les répercussions soient mauvaises sur la confiance que le système peut ou que les parents peuvent avoir dans le système. Et j'ai vu des situations dans les 6 dernières années où des gens avaient eu une mesure disciplinaire imposée par le conseil et une fois rendus à l'ordre des enseignants, on a fait une enquête, on s'est juste assuré qu'il n'y a pas des faits qui avaient été oubliés ou mis de côté et on a respecté la décision du conseil qui, par exemple, avait imposé une suspension sans paye à une personne. Ce n'est pas dans l'intérêt de l'ordre des enseignants d'imposer une autre suspension. L'ordre des enseignants, comme on va le voir au cours des prochaines sections, son rôle à elle, c'est vraiment d'évaluer si
vous avez commis une faute professionnelle. Et si vous allez sur le site de l'Ordre et vous regardez les critères de faute professionnelle, il y en a 27 dans le règlement relié à cet effet-là. Et la faute professionnelle, c'est principalement le genre de dossier que l'Ordre des enseignants travaille. Vous voyez en haut le formulaire de plainte en ligne. C'est un lien que j'avais quand je fais une présentation en personne. Je me dirige là-dessus. Je disais tantôt que le nombre de plaintes auprès de l'Ordre des enseignants a quand même augmenté beaucoup envers les membres du personnel enseignant et envers les membres à la direction depuis quelques années. Une des raisons principales, c'est justement l'accès très facile à ce formulaire de plainte-là directement en ligne. C'est beaucoup plus facile d'aller sur le site, cliquer sur un bouton, mettre son nom, résumer l'objet de sa plainte et peser sur le petit bouton « Envoyer » ou « Send ». Et c'est ce qui explique en partie le nombre important de plaintes qui ont été déposées à l'Ordre au cours des dernières années. Évidemment, le rôle de l'Ordre, parce que des fois, il y a des plaintes qui ne passeront pas nécessairement par le conseil et un parent, par exemple, va peut-être se plaindre de façon informelle auprès du conseil scolaire sur une décision que vous avez prise par rapport à leur enfant, mais ne déposera jamais de plainte officielle ou n'exigera pas qu'une enquête soit lancée, mais qu'à un moment donné, pour une raison ou une autre, si la situation ne se corrige pas, le parent décide qu'il en a assez, il n'est toujours pas satisfait des décisions que vous prenez, et à ce moment-là, décide de déposer une plainte à l'Ordre. Une des choses que l'Ordre doit déterminer, c'est est-ce que c'est une plainte qui est recevable ou est-ce que c'est une plainte qui est vexatoire, frivole, ou c'est tout simplement un parent qui a décidé de se plaindre puis que sa cause n'est vraiment pas solide. Malheureusement, tout ce processus-là, une fois que la plainte est envoyée à l'Ordre, c'est un petit peu l'objet de la caricature ou de la petite image que vous voyez dans le coin inférieur droit de la diapo présentement, c'est un processus qui est très long. Présentement, en moyenne, lorsque vous êtes avisé par l'Ordre des enseignants qu'une plainte a été déposée contre vous, c'est un processus qui prend au minimum entre 6 et 8 mois avant qu'on puisse avoir une réponse sur les conclusions du rapport du sous-comité de discipline qui fait l'enquête à ce moment-là. Alors, comme je disais tantôt, si jamais vous êtes impliqué dans ce genre de situation-là, vous allez recevoir une lettre de l'Ordre des enseignants. Vous allez avoir un délai pour répondre. Le délai, depuis quelques mois, c'est maintenant rendu 60 jours. Alors, vous avez 60 jours pour répondre. Et, je le répète encore, c'est important que vous nous appeliez à ce moment-là, que vous partagiez avec nous les documents. Et si vous le voulez, on se fera un plaisir de rédiger la réponse pour vous qui, comme je le mentionnais tantôt, peut être de l'ordre assez important d'une 15, 20, 25 pages avec toutes les preuves possibles. J'ai sauté un petit peu par-dessus le point numéro 1 en haut, puis je voudrais revenir là-dessus. Lorsqu'une plainte est envoyée à l'Ordre, selon la gravité de la plainte qui est déposée auprès de l'Ordre des enseignants, il y a une option maintenant qui s'appelle le règlement à l'amiable, qui peut être offerte par l'Ordre des enseignants à la personne qui est visée par la plainte. Donc, si l'Ordre des enseignants considère que c'est une plainte qui n'est pas trop sérieuse en termes de conséquences ou de ruiner ou de brimer la confiance du public dans le système, on peut vous dire, écoutez, on va faire une entente entre vous et le plaignant ou la plaignante, puis on va s'entendre sur certains faits, puis on va juste plus ou moins accepter qu'il y a un petit peu des choses qui pourraient être faites différemment et les deux vous signez et les deux vous acceptez qu'on ferme le dossier. Ce processus-là n'est pas offert souvent et lorsqu'il est offert, on peut l'accepter et on peut aussi l'accepter puis à un moment donné simplement se retirer du processus parce qu'on s'aperçoit que l'autre partie n'est pas de bonne foi ou l'autre partie est trop exigeante. Et moi, personnellement, dans mes 6 années de fonctionnement à l'intérieur du système, c'est arrivé à peu près 3 fois où on nous a offert ce règlement-là à l'amiable. Et une de ces fois-là, on avait accepté d'aller dans ce sens-là et on s'est retiré du processus parce que pour nous, les demandes du parent étaient trop exagérées. Le parent voulait absolument que notre membre à la direction reconnaisse des fautes
que notre membre à la direction n'avait pas faites. Alors, on a tout simplement décidé de se retirer. Et là, ce qui arrive, bien, on s'en va au deuxième boulet, vous voyez. Il y a une enquête qui est menée et il y a une décision qui est prise à ce moment-là avec possiblement, si à la fin de l'enquête, on trouve que vous avez commis des fautes, bien que cette enquête-là soit accompagnée, ou ce résultat-là plutôt, soit accompagné de certaines sanctions possibles. Et ce que vous voyez comme sanction possible, je disais tantôt que si le conseil scolaire a imposé une sanction à un membre de la direction, puis que la plainte se retrouve par la suite devant l'ordre des enseignants, vous voyez que les sanctions qui peuvent être imposées par l'ordre sont un petit peu différentes de ce que le conseil peut imposer. Et évidemment, la sanction ultime, qui n'est peut-être pas à cet endroit-là, mais que je devrais ajouter, c'est évidemment le retrait permanent ou temporaire pour une période de temps indéterminée de votre certificat d'enseignement. Et à ce moment-là, ben, vous devez arrêter votre emploi. Si le comité ou le sous-comité d'enquête trouve qu'il y a une faute professionnelle, votre dossier est alors transféré au comité de discipline. C'est une audience publique. À ce moment-là, vous devez vous présenter en personne et à ce moment-là, nous, on vous accompagne, mais c'est notre avocat qui est vraiment la personne qui va vous représenter durant ce comité-là. Et le but, c'est vraiment de déterminer s'il y a une mesure disciplinaire qui s'impose et quelle est la mesure disciplinaire. Et là, le rôle des avocats, évidemment, c'est d'essayer d'aller chercher des causes de jurisprudence qui ont déjà été entendues et de s'assurer que si on vous donne une mesure disciplinaire, bien que cette mesure disciplinaire-là n'est pas plus sévère que celle qui aurait été donnée à d'autres personnes qui ont vécu une situation semblable à la vôtre. Le comité de discipline entend également des plaintes pour aptitude professionnelle, mais ça touche les problèmes de santé qui altèrent votre capacité d'enseigner. Et là aussi, il y a des mesures disciplinaires qui peuvent être imposées. Alors, en gros, là, notre travail, c'est d'accompagner nos membres souvent dans ce genre de situation-là. Ce sont évidemment des situations pas faciles à vivre. Et encore une fois, je me répète, le but, ce n'est pas de faire peur à personne avec notre présentation, mais c'est aussi de revenir sur un des points qu'on a mentionné au début, c'est qu'il n'y a personne qui est totalement à l'abri de ne jamais se retrouver dans ce genre de situation-là. L'important, c'est que vous sachiez qu'on est là, que le service, je pense, il est très compétent, que, évidemment, prendre contact avec nous, c'est important pour plusieurs raisons, pour avoir les meilleurs conseils possibles, mais c'est aussi juste avoir la chance d'en parler à quelqu'un qui va s'assurer de la confidentialité, qui va vous écouter, qui va vous diriger vers les prochaines étapes, qui va s'assurer que vos droits sont respectés. Puis, petit point au dernier item sur cette diapositive-là, évidemment, il faut reconnaître que l'infaillibilité est définitivement pas associée au travail d'une direction d'école ou d'une direction adjointe. C'est possible à un certain moment donné qu'on ait fait une erreur. C'est possible qu'à un moment donné, on ait parlé à un membre du personnel d'une façon qui est discutable parce que Dieu sait qu'on peut avoir affaire avec des personnes difficiles puis des parents difficiles dans le cadre de nos relations de travail. Mais l'important là-dedans, c'est que si on a commis certaines erreurs, on doit assumer les responsabilités de ces erreurs-là. On a le droit à l'erreur, mais ceci ne veut pas pour autant dire qu'on n'est pas une bonne direction et qu'on n'a pas le droit de profiter de toute l'aide, de tous les conseils et de toute l'expertise qui est mise à la disposition des personnes qui travaillent présentement au programme. Alors, en terminant, je me fais un devoir de vous rappeler l'importance, dès que vous pensez que la soupe commence à être chaude, de prendre contact avec nous. C'est clair que vous avez dans la présentation qui vous sera partagée avec vous les numéros de téléphone et les adresses courriels qui sont importantes. On est très disponible, même souvent si c'est en début de soirée, vous avez eu un appel à 4 heures l'après-midi, juste avant de quitter le bureau. Un appel aux heures raisonnables là, en début de soirée. On va vous écouter. Souvent, les gens ont besoin de parler rapidement à quelqu'un pour
partager pour laisser aller un peu de pression puis un peu d'anxiété. Et samedi matin, dimanche matin, Harold et moi, on est très ouverts là-dessus. Puis c'est clair qu'on est là pour vous accompagner. Et si jamais vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît, n'attendez pas. Fait assez étrange. La semaine dernière, j'ai eu un courriel d'une personne qui avait été congédiée de son conseil scolaire comme direction à l'école au mois de juin passé, le 25 juin passé, 2019, et qui m'appelle la semaine dernière, le 10 ou le 11 janvier 2020, pratiquement 6 mois plus tard, 7 mois plus tard, pour me parler de sa situation. Vous comprendrez que si on reçoit un appel dans un délai aussi long après que les incidents se produisent, souvent, il n'y a plus grand-chose qu'on peut faire, ou le fait de vouloir aller chercher des documents ou des preuves ou des témoignages, ça devient extrêmement difficile. Donc, dans les instants ou dans les jours ou dans les heures qui suivent une situation, des fois, vous n'avez même pas eu besoin d'avoir un appel, vous avez pris une décision, vous avez fait quelque chose, puis là, vous dites, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que j'ai envoyé le bon document? Oui, on peut toujours faire appel à notre surintendance. Oui, on peut toujours faire appel à la direction des services des ressources humaines, au conseil. Eux autres vont vous donner une version. Nous, on va vous donner également une version qui va sensiblement être la même, mais on peut au moins vous conseiller sur la suite des choses et vous diriger vers les services, l'expertise et toutes les ressources qui sont à votre disposition pour la suite des choses. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Je sais que c'est beaucoup d'informations qui vous a été lancées. On aura 2 autres webinaires. Pierre en a parlé tantôt. Le prochain, c'est sur diriger dans un milieu syndiqué où on parlera principalement de la relation avec les personnes difficiles dans son école. Comment on peut dealer ou traiter avec ces personnes-là lors des rencontres, comment on peut adresser ce genre de situation-là. Et le dernier, qui sera présenté le 18 février, c'est un webinaire sur la gestion du rendement du personnel. Un autre travail, pas ingrat, mais qui demande quand même un respect des procédures assez important. C'est lorsqu'on a à évaluer le personnel. Alors, à l'aide de cas pratiques, on vous présentera un petit peu différentes stratégies puis différents outils pour passer à travers ce processus-là. Puis surtout, exemple, comment on se prépare à une rencontre avec un enseignant ou une enseignante à qui on a attribué une note insatisfaisante. C'est jamais une rencontre facile. Alors, comment se préparer pour ça? Quelles sont les stratégies qu'on devrait envisager pour s'assurer que tout se déroule bien? Alors, ceci étant dit, Pierre, je ne sais pas si tu as eu des questions entre-temps. Je sais que c'est souvent difficile d'écouter tout ça, de regarder, puis de prendre des notes. Mais sachez que si vous n'avez pas de questions pour le moment, vous avez nos adresses courriels, vous avez nos numéros de téléphone. Gênez-vous surtout pas pour nous faire part de ces questions-là si demain matin au travail, vous y pensez. Pierre? Merci, Denis. Je t'inviterai d'arrêter de partager ton écran. Oui. Et puis, pour tous les gens qui sont là, j'ai mis 2 liens importants dans la première, 3 choses. La première chose, c'est que j'ai mis mon adresse courriel. Je ne me suis pas présenté au début. Alors, mon nom, c'est Pierre Campeau, puis je suis responsable des services d'apprentissage pour la DFO. Alors, je m'occupe, entre autres, de tous les webinaires qu'on produit pour nos cotisants et nos cotisantes. Alors, vous pouvez m'envoyer toujours des messages par courriel. C'est facile à se rappeler, c'est pierre@adfo.org. Et dans les deux dernières choses que j'ai mis sur le clavardage, j'ai mis le lien à la présentation. Alors, vous pouvez aller cliquer sur le lien qui va ouvrir la présentation dans une nouvelle fenêtre sur votre ordi et libre à vous d'aller la sauvegarder comme vous voulez. Et puis, finalement, je vous demanderai de cliquer sur le lien pour évaluer ce webinaire qui devrait prendre à peu près 40 secondes parce qu'on a mis 6 questions. Alors, s'il vous plaît, prenez 1 minute pour aller cliquer sur ce lien-là pour nous aider puis nous dire si vous avez trouvé le webinaire profitable pour vous.
Fait que merci d'avoir été là. Merci beaucoup, Denis. Puis je sais qu'Harold a dû quitter pour aller prendre son avion. Mais merci, Denis. On apprécie énormément ta disponibilité et ta personnalité aussi qui est tellement invitante. Et puis, c'est vraiment un luxe pour nous autres d'avoir les services de Denis. Fait que je te remercie beaucoup, Denis, pour tout ce que tu fais pour tous les membres de la DFO. C'est bien, bien apprécié. Merci, Alors, Pierre. Puis bonne route tout le monde. Puis rappelez-vous, n'hésitez pas à nous appeler. Au revoir. Merci beaucoup tout le monde. Je laisse encore le webinaire pour une ou deux. Le lien pour l'évaluation ne fonctionne pas. Est-ce que tu pourrais t'assurer, Denis, que les gens qui ont accès au lien peuvent répondre au questionnaire, s'il vous plaît? Attends, je vais aller, pendant qu'on est là, je vais aller encore. C'est là, je vais aller envoyer. OK, ce que je vais faire, c'est que je vais vous l'envoyer. J'ai vos adresses courriel. Alors, je vais vous envoyer. Ouais, hein, Je vais faire un copie-colle encore. Est-ce qu'il y en a d'autres qui peuvent me dire si ça fonctionne? C'est Sandra qui vient de m'écrire ça. En cliquant sur le lien. OK. Je vais vous envoyer le lien pour l'évaluation par courriel parce que j'ai tous les adresses courriel de tout le monde. OK, ça ne fonctionne pas. Alors, je fais ça immédiatement. Vous devriez le recevoir d'ici 1 ou 2 minutes. Alors, merci tout le monde. Et puis, on a passé par là, Denis et moi, mais ce n'est pas un temps facile avec tout ce qui se passe en éducation. Puis, on est avec vous de tout cœur. Bonne soirée tout le monde.